Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses, pour les choses, pour les choses qu'il a fait. Donc je vais vous parler de l'histoire des tziganes et des voyageurs. Il y a beaucoup de tziganes qui ne voyagent pas et il y a beaucoup de voyageurs qui ne sont pas tziganes. C'est ce qu'on va essayer de découvrir et de comprendre. D'abord, je vais vous parler de l'histoire des populations mobiles en France. Depuis le Moyen-Âge, il y a eu un accroissement des populations des villes. Donc, il y a eu des mercelots, des colporteurs, des charretiers qui transportaient des marchandises depuis la campagne ou depuis des plus petites villes vers des plus grandes villes. C'était l'occasion d'échanges culturels et donc vous aviez des saltimbanques qui venaient et qui jouaient des pièces de théâtre ou qui faisaient rire les gens et même on faisait connaître à la population des dernières nouveautés ou découvertes scientifiques. Il y avait aussi beaucoup de pèlerins. En fait, le pèlerinage était imposé comme une pénitence, soit par l'Église, soit par le pouvoir civil. Il s'agissait d'une sanction. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît en 1418 14 000 pèlerins pénitents, disant arriver de Petite Égypte, qu'ils situent vers aujourd'hui l'Albanie, on dirait, entre la Grèce et l'Albanie. Et ces gens arrivent avec des sauf-conduits du roi de Bohême. On les appelle assez rapidement des Égyptiens ou bien des Bohémiens. Mais eux-mêmes parlent une langue différente et eux-mêmes se définissent soit comme manouche, être humain, ou comme Sinto, ça veut dire indien. À l'époque, il n'y avait pas d'armée nationale. Il y avait, en fait, vous savez, des petits duchés, des petits comtés, et chacun avait son armée privée. Il y avait donc des entreprises de guerre qui se louaient à l'un ou à l'autre. Toujours dans ce contexte, on voit apparaître entre du 15e au 18e siècle des troupes dites égyptiennes ou bohémiennes, au fond, très probablement les descendants de ceux qui étaient arrivés précédemment en tant que pénitents. Pendant la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, on a eu aussi des gens qui ont servi les armées. Alors là, il s'agissait d'armées allemandes, danoises, suédoises, et vous avez des mercenaires et des logisticiens, de la même façon, qui ont servi ces armées, et aujourd'hui, on connaît certains de leurs descendants sous le nom de Yéniches. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV interdit la guerre privée. Il fait une déclaration qu'on appelle la déclaration du roi, rendue contre les Bohèmes et ceux qui leur donnent retraite en 1682. C'est-à-dire que les comtes, les ducs, n'ont plus le droit d'avoir des entreprises de guerre privées, n'ont plus le droit d'avoir d'armées privées. Et voilà que toutes ces armées privées se retrouvent au chômage. Et donc elles se reconvertissent dans des métiers qui sont finalement assez proches de ce qu'elles faisaient, du colportage, du commerce ambulant, parce que pour une armée, il faut faire beaucoup de commerce, il faut acheter des vivres, il faut acheter du tissu, il faut acheter du métal, etc. Au XIXe siècle, vous avez l'industrialisation de la France et un exode rural. Et à ce moment-là, de plus en plus de gens vont se retrouver sur les routes et vous allez avoir en même temps certains événements en Europe qui vont faire que d'autres populations vont venir grossir le flot de ces gens qui sont déjà mobiles en France. En particulier, vous allez avoir des gens qui vont se dire hongrois, et ces gens sont en fait des Roms qui viennent précédemment des principautés roumaines où ils étaient esclaves. Vous allez aussi avoir le rattachement de la Savoie à la France et beaucoup de Piémontais qui vont venir tenter leur chance en France. Parmi les Piémontais, il y a également des gens qui s'appellent Sinté Piémontais. Et ces gens vont s'intégrer beaucoup en France dans le monde du spectacle, de la fête foraine et du cirque. En 1870 et surtout 71, l'Allemagne annexe l'Alsace et la Moselle. Et là, vous avez un grand nombre de Yéniches, dont je vous ai parlé précédemment, qui vivaient en Alsace, mais également des manouches dits alsaciens, qu'on appelle les Gashkene manouches, qui vont
opter pour la France puisqu'il s'agit soit de rester en Alsace et en Moselle et de devenir allemand, ou pour les Alsaciens et Mosellans qui le désirent, quitter ces régions et rester français. Jusqu'à présent, tous ces gens qui étaient mobiles se promenaient avec des fois une bête, un âne, un mulet ou un cheval, avec des hôtes sur le dos, donc femmes, enfants, on circulait comme ça. Mais au XIXe siècle, il y a l'apparition de quelque chose qui va devenir emblématique, qui est l'apparition de la caravane ou de la roulotte, qui a une forme finalement un peu de wagon de chemin de fer. Ça va fortement marquer l'imagination des villageois. Parce que jusqu'à présent, au fond, tous ces gens qui circulaient n'apparaissaient pas de façon très nette, mais finalement, maintenant, ces roulottes vont se retrouver au centre des villages ou auprès des villages. Justement, là, vous voyez un tableau de Van Gogh. Beaucoup de gens ont l'impression que ça a toujours existé, mais non, ce n'est pas si vieux que ça. Ça fait pas tout à fait 200 ans. Donc cette forte mobilité déjà présente en France, mais qui s'est accentuée avec l'arrivée de tous ces gens d'autres pays d'Europe, va faire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens sur les routes de France. Et on va faire un recensement en 1895 de toutes les populations dites nomades ou mobiles. Et là, on va recenser 400 000 personnes, ce qui est considérable en France à l'époque. En 1912, donc il y a une loi qui va sortir, on va faire 3 catégories, et chacune de ces catégories aura une sorte de passeport intérieur. Donc il y a les marchands ambulants, les forains et les gens dits nomades ou vagabonds. 25 000 personnes seront considérées comme nomades ou vagabondes. Et celles-ci vont recevoir un document beaucoup plus contraignant que les autres, qu'on appelle le carnet anthropométrique. Toutes les familles doivent avoir un carnet déjà familial, mais aussi chaque enfant assez jeune est photographié de profil ou de face, comme si c'était un criminel recherché. En 1912, ça fait pas si longtemps qu'on a inventé la photographie. Vous voyez les 10 empreintes digitales et toutes sortes de paramètres comme la longueur du bras gauche, de l'oreille, enfin bon. Ces carnets vont servir entre 1940 et 1946 à interner les familles foraines et dites nomades dans les camps d'internement jusqu'en 1946, donc bien après la fin de la guerre. Un certain nombre d'entre eux seront déportés vers l'Allemagne, mais surtout ceux du département du Nord qui sont sous juridiction du Reich. Les autres seront maintenus dans ces camps dans des conditions épouvantables, affamés, ayant des maladies, etc. Et surtout, on les a spoliés de tous leurs biens. C'est-à-dire des gens qui avaient par exemple un manège ou un petit cirque, on les a spoliés, on leur a tout volé. En 1969, on abroge cette loi et on en crée une autre. Et cette autre est toujours d'actualité. Donc depuis 1969, il y a ce qu'on appelle les titres de circulation. Donc cette loi concerne tout citoyen français, tous, qui vit en abri terrestre mobile depuis plus de 6 mois. C'est-à-dire n'importe qui d'entre nous qui habiterait dans un abri terrestre mobile depuis plus de 6 mois est soumis à cette loi. Il faut être rattaché à une commune et quand on veut changer de commune de rattachement pour des raisons administratives, de simplification, on doit attendre 3 ans pour avoir le droit de voter. Or, en France, quand on déménage, on vote au bout de 6 mois. Si on n'a pas ce document, on risque une peine de prison, enfin d'abord une sanction, une amende, ou une peine de prison. Environ 500 000 personnes en France vivent sous cette juridiction. Dans les années 70, on a abandonné le terme nomade, qui était un peu connoté depuis la Deuxième Guerre mondiale, et on a plutôt utilisé dans l'administration française le terme gens du voyage. Et ce terme, j'entends dire, c'est une invention de l'administration française. Non, ce terme existait. La preuve, c'est qu'il y a un film qui est sorti en 1938 qui s'appelle Les gens du voyage, et ce terme était utilisé plutôt pour les gens de cirque, de spectacle. En 2012, donc tout à fait récemment, le 5 octobre, un forain a porté plainte et a saisi le Conseil constitutionnel en disant mais ce n'est pas normal qu'il y ait ce genre de loi. Et donc, il a obtenu en partie gain de cause puisque le carnet, le dernier de ces documents, qui devait être visé tous les 3 mois en gendarmerie ou par la police, a été complètement abrogé. Également, le droit de vote a été rétabli, c'est-à-dire que toute personne qui change de commune de rattachement peut voter au bout de 6 mois, comme tout citoyen. Alors il y a une confusion qui
maintenant s'installe depuis un certain temps, c'est l'arrivée des Roms. Un certain nombre de pays sont entrés dans l'Union européenne depuis les années 90, dont la Roumanie et la Bulgarie, qui ont une très forte proportion de leur population qui est rome. Donc ces Roms qui vivent soit dans des petits villages, soit dans des quartiers, dans des différentes villes de Roumanie, se retrouvent en France dans des bidonvilles. Donc c'est à peu près 20 000 personnes en France en chiffre constant parce qu'en fait les gens font des allers-retours. Ces bidonvilles, on les appelle des campements, puisque ces gens sont censés être nomades. Depuis un certain temps, les citoyens de l'Union européenne vivant en France en abri terrestre mobile depuis plus de 6 mois sont également soumis à la loi de 69. Et donc, on fabrique des gens du voyage en France et les médias amalgament les Roms avec les gens du voyage. Alors au fond, les gens du voyage, qui c'est? Ce sont en grande partie des voyageurs d'origine française, des Français de souche, qui s'appellent eux-mêmes les Pirdés. Pirdés, ça veut dire voyageur. Pirav, ça veut dire je voyage. Et voilà, les voyageurs français. Il y a des voyageurs yéniches, donc d'origine alsacienne, allemande. Et vous avez des voyageurs qui sont manouches, ou sintais, ou hongrois. Voilà. Mais il y a aussi en France des gitans. Par exemple à Perpignan, et dans d'autres régions, et surtout dans le Roussillon. Et puis il y a des Roms. Ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle d'une façon un petit peu globale des tziganes. Et eux, l'origine, c'est l'Inde. Et c'est de ça que je vais vous parler après. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui appartiennent aux deux mondes, à la fois au monde du voyage et à la fois au monde tzigane. Il y a des gens qui n'appartiennent qu'au monde du voyage, mais pas au monde tzigane. Et des sédentaires qui appartiennent au monde tzigane, mais pas au monde du voyage. Mais pourquoi vivre si la vie n'a pas de but? Mais pourquoi vivre si la vie n'importe rien? Mais pourquoi Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 1418 arrivent à Strasbourg 14 000 pèlerins. Et ces gens disent, nous sommes d'anciens sarrasins, ça veut dire d'anciens musulmans, mais nous sommes chrétiens. Nous n'avons pas bien défendu notre terre, parce que les Turcs sont arrivés, nous n'avons pas bien défendu notre terre, qui est la petite Égypte, et le pape nous a ordonné de faire un pèlerinage. Ces pénitents sont conduits par des comtes et des ducs. Ils ont de l'or, ils ont des chevaux, et ils sont vêtus d'une façon, à l'époque, un peu curieuse. Ils ont des espèces de costumes avec des grandes rayures, des couvertures attachées sur l'épaule, et ils ont donc ces sauf-conduits du roi de Bohême. Donc on les reçoit bien, parce que les pèlerins étaient bien reçus toujours. On les reçoit bien, ils disent, voilà, notre pèlerinage doit durer 7 ans, c'est donc une sanction du pape. À l'époque, des érudits s'intéressent à la langue que parlent ces gens, qui est différente des langues qu'on connaît en Europe. Il faut savoir que pendant longtemps, on croyait qu'il n'y avait pas, on ne savait pas qu'il y avait des groupes linguistiques. On pensait que toutes les langues venaient de l'hébreu, qui était la langue de Dieu. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'un Allemand, Johann Rüdiger, étudie de façon plus, disons, un peu plus scientifique, je dirais, cette langue, et la compare à d'autres langues, et en particulier la compare aux langues parlées dans le nord de l'Inde, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'hindustani à l'époque. Et voici, par exemple, en romani actuel et en hindi actuel, un certain nombre de mots. Pani, c'est l'eau. Kalo, c'est noir. Kala en hindi. Dik, regarde. Dek en hindi. Bal, les cheveux. Bal en hindi. Et donc, vous avez comme ça 900 racines, ce qui est considérable, puisque, par exemple, la Torah n'a que 500 racines. Donc, vous voyez, c'est une langue extrêmement riche. Il y a également des mots persans, des mots arméniens et des mots grecs dans cette langue. Premier constat, c'est que dans toutes les variantes du romani, c'est-à-dire le romani parlé par les Roms qui sont dans les Balkans, ceux parlés par les manouches ou sintais qui se trouvent soit en Allemagne, soit dans le nord de l'Italie, soit en France, ceux parlés par les gitans ou calais de la péninsule ibérique, mais jusqu'en Amérique du Sud, chaque fois qu'on trouve un mot persan,
Eh bien, on le trouve dans les 3 variantes. Quand on trouve un mot arménien, on trouve le même dans les 3 variantes, et idem pour le grec. Et de plus, le persan en question n'est pas n'importe quel persan, parce qu'il y a le vieux persan, le moyen persan et le néo-persan. Et il s'agit du néo-persan, et le néo-persan ne date que du 9e siècle. Donc ça ne pouvait pas s'être passé avant le 9e siècle. Alors il se trouve qu'en Inde, il y a eu très très peu de migration dans l'histoire de l'Inde, quand on étudie depuis l'Antiquité jusqu'à présent. Et pourquoi? Parce que les hindous ont une conception du sacré qui fait qu'il y a 7 fleuves sacrés du nord au sud de l'Inde. Et si vous vous éloignez des terres inondées par les fleuves sacrés, c'est-à-dire de l'embouchure ou des sources de ces fleuves, vous devenez impur et vous ne pouvez plus vous réincarner. Et donc vous devenez un bout. Un bout, c'est un moulot, c'est-à-dire un revenant qui ne peut plus et qui vient importuner les vivants. C'est un secrétaire d'un sultan, en fait afghan, d'origine turque, qui a fait des raids dans le nord de l'Inde, et voilà ce qu'il écrit. Les 53 000 prisonniers du raid de Kanauj, Kanauj c'est une ville très riche et très réputée du nord de l'Inde, en 1018, furent conduits à Ghazni, c'est-à-dire l'Afghanistan d'aujourd'hui, et les marchands vinrent de cités éloignées pour les acheter, si bien que le pays de Nawara al-Nar, la Transoxiane, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près le Turkménistan, l'Irak et le Khorasan, c'est-à-dire le nord de l'Iran, furent remplis d'Indiens, les gens de teint clair et ceux de teint sombre, les riches et les pauvres, tous étaient mêlés dans une commune condition d'esclaves. Alors là, ça m'a semblé intéressant, parce que de penser que des gens n'avaient pas migré comme ça de leur propre gré, mais avaient été déportés en masse, et des gens donc de teint clair et de teint sombre, ça veut dire de toute caste confondue. Il y a un autre texte qui dit que 1/5 de la prise de cette ville de Kanauj, ce royaume, a été donné aux descendants du prophète, ce qu'on appelait les Saïdes. Donc on a donné 150 000 esclaves de cette prise à l'époque. Donc si on fait une règle de 3, on arrive à 750 000 personnes qui ont été déportées de ce royaume. 150 000 ont été donnés aux descendants du prophète, et 600 000 personnes donc ont été déportées vers Ghazni. En Inde, vous avez des gens de teint sombre et de teint clair. Et là, des photos prises en Europe de jeunes descendants aussi d'Indiens. Donc on voit aussi une certaine similitude entre eux. Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, quand on a tous ces éléments, c'est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez des Turcs qui se trouvaient justement dans le nord de l'Iran, et qui avaient besoin de former une armée puissante. Il se trouve que les Turcs n'avaient pas de forgerons, et que l'Inde, à l'époque, était le premier producteur d'armes au monde, avait des forgerons extrêmement réputés. Ce qu'on cherchait en Inde, au fond, c'était des compétences. Donc une armée a besoin de logisticiens et de serviteurs pour préparer les routes, pour installer d'immenses campements. On a eu besoin aussi de soigneurs et de vétérinaires. Il faut dire que l'Inde avait une médecine très avancée. On connaissait la suture des plaies, la réduction des fractures, l'amputation, l'extraction de corps étrangers, etc. Et les Turcs avaient des chamans et des tisanes, alors que l'Inde avait déjà des gens qui étaient capables non seulement de soigner les hommes, mais aussi les bêtes. Alors finalement, en 1018, on a déporté d'un royaume très très riche et très florissant en Inde une énorme population, et donc on les a amenés d'abord dans cette région au nord de l'Afghanistan, puis ensuite ils ont été achetés, et ensuite en 1071, voilà cette armée constituée de Turcs et d'Indiens qui arrivent aux portes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, de l'Asie mineure, en Arménie. Il va y avoir une bataille très importante, donc on a tous les chiffres de cette bataille. En 1071, l'empereur byzantin s'inquiète de l'arrivée de tous ces gens et il va masser 200 000 hommes en Arménie. Les Turcs et leurs esclaves indiens sont 50 000 combattants, et ils vont gagner la bataille. Et ils vont négocier leur implantation dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, mais qui à l'époque était arménienne et grecque, contre la libération de l'empereur byzantin qu'ils ont capturé. Il faut savoir que les Turcs sont des nomades, alors là des vrais, qui ont des troupeaux, et qui avaient besoin de faire paître leurs troupeaux dans ces régions. Ces Indiens qui ont été déportés d'Inde, ils étaient tous issus de castes différentes, donc ils avaient des noms différents. Mais tous se définissent par un seul terme qui veut dire l'être humain dans toutes les langues du nord de l'Inde, qui se prononcent différemment, ou Manus, ou Manouche, ou Manouche, peu importe la prononciation de la région. De la même façon, ceux qui sont mariés
époux, épouse se dit Raman, Ramni. Et dans toutes les variantes de la langue romani, que ce soit le Sinto, le Kalo ou le romani, on dit mon mari, Murom, Muri Romni, par exemple en romanesque. Quant au terme de tzigane dont on parle beaucoup, il y avait un entraînement militaire qu'on appelait Tchugan en persan et que les Turcs prononçaient Tchigan, Tchingene. Ce terme de Tchugan a évolué en Tchigan, Tchingene et a désigné le lad, le soigneur de chevaux, le marchand de chevaux, etc. Je vous ai dit que cette bataille a eu lieu en 1071 et en 1072, un Arménien écrit. Alors le seigneur se mit en colère et envoya pour se venger de nombreux étrangers. Il fit venir des montagnes de la Lune et du grand fleuve qui traverse le nord de l'Inde, des gens méchants parlant des langues étrangères et qui se répandirent comme des torrents d'eau sur nos terres pour établir leur commandement sur les bords de la mer Océane et planter leur tente en face de la grande ville. Donc ça date de 72. Pour l'époque, c'est comme si c'était presque un journaliste qui est là en train de... Vous voyez, c'est un an de différence. Donc on a vraiment un témoignage de l'époque. Les Turcs s'installent dans ce qu'on appelait à l'époque en grec la Romanie, l'Empire romain d'Orient, que eux vont appeler le sultanat de Roum. Et leurs esclaves indiens vont être installés dans des quartiers ethniques qu'on appelle des mahallas, qu'on va retrouver encore aujourd'hui en Roumanie, en Bulgarie, des mahallas où vivent des Roms. Et c'est là que va se former la langue romanie. Donc on arrive maintenant dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure, et voilà qu'arrivent nos Indiens, qui eux, chacun dans sa caste, donc ils venaient tous du même royaume, mais chacun pouvait être d'une caste différente, au besoin d'une religion différente, d'un village d'à côté, etc. Donc chacun parlait sa petite langue. Mais comme ils communiquaient entre eux, ils parlaient quand même cette langue de communication. Et dans cette région de la Turquie actuelle, à l'époque, la langue officielle qu'ont instauré les Turcs, c'est le néo-persan. La majorité de la population continue à être grecque, et les Arméniens. Et donc voilà qu'on retrouve toutes nos langues. Vous savez, je vous ai dit au départ que le romani, c'est une grosse part d'indo-arien, mais également du persan, de l'arménien et du grec. Et voilà que ce n'est pas au fur et à mesure du trajet, mais c'est au même endroit que ces trois langues existaient en même temps. Voilà. Et donc, c'est formé finalement ce qu'on appelle vraiment la langue romani, c'est-à-dire c'est le mélange, c'est tout ce mélange. Naître pour mourir, mourir pourquoi, mourir pour qui? Moi je veux mourir pour lui. Il a changé mon cœur, il a changé ma vie. Je serai son serviteur pour la vie, pour la vie. À la deuxième moitié du XIIIe siècle, voilà que les Mongols, vous voyez, Gengis Khan, déferlent sur l'Asie centrale de ces gens d'origine indienne installés dans des quartiers ethniques, toujours esclaves des Turcs. Certains vont pouvoir racheter leur affranchissement en travaillant. Parce que quand vous êtes esclave militaire, une fois qu'il n'y a pas de guerre, eh ben, débrouillez-vous pour faire vivre votre famille. Donc des gens qui avaient des compétences, comme les forgerons, comme les commerçants, comme les musiciens, etc., ont pu utiliser leurs compétences, gagner de l'argent, et avec cet argent, acheter leur affranchissement. Et d'autres, la grande majorité d'entre eux, n'a pas pu acheter son affranchissement et rester esclave. Une partie de ces gens qui ont acheté leur affranchissement est allée s'installer à Constantinople. À l'époque, Constantinople, c'est un État latin. Latin parce que ce sont les croisés qui sont venus s'installer à Constantinople. Et il se trouve que ces Mongols inquiètent fort les croisés, les États latins, les Mamelouks d'Égypte, qui eux étaient également des Turcs, vont faire alliance avec les latins, avec les croisés, pour contrer les Mongols. Et ils vont embaucher des entreprises de guerre privées, dont des gens d'origine indienne, qui ont un type physique qui ressemble ni aux Turcs ni aux Arabes, et qu'on va appeler, comme c'était coutume à l'époque, du nom de l'armée. Et du coup, on va les appeler des Égyptiens. Ces gens n'ont pas été en Égypte. En fait, ils ont servi l'armée d'Égypte, mais dans la région de la Syrie aujourd'hui. Et voilà qu'on leur donne ce surnom d'Égyptiens. Il se trouve que donc les croisés, les latins,
ont trouvé sans doute que certains étaient drôlement efficaces et les ont amenés avec eux vers des régions où ils sont tout le temps en conflit avec les Byzantins. C'est-à-dire il y avait les latins, on dirait aujourd'hui les catholiques, et les byzantins, les orthodoxes. Alors chaque fois qu'on arrivait à conquérir une terre, on installait un duché ou un comté. On a dû donner à une armée privée qui avait réussi à conquérir un espace probablement au nord de la Grèce, un duché qu'on a appelé le duché de Petite-Égypte, puisque ces gens, on les appelle les Égyptiens. Et c'est de là, de cette fameuse Petite-Égypte, que nous sont arrivés nos fameux pénitents, qui nous disent, voilà, nous sommes de bons chrétiens, mais nous étions musulmans. J'ai oublié de vous dire que pour s'affranchir, il fallait d'abord devenir musulman, acheter son affranchissement. Voilà. Et après, quand vous servez les latins, vous convertissez au christianisme. Vous ne pouvez pas rester musulman, bien évidemment. Alors, ils disent très clairement, nous sommes de bons chrétiens, mais nous étions musulmans. Puis d'autres chrétiens sont venus, les latins, les byzantins, puis les turcs, les sarrasins, donc les musulmans sont arrivés, et nous, on n'a pas réussi à défendre notre terre. L'Empire romain germanique nous a expulsés de notre terre, et il nous a dit de faire un pèlerinage, c'était la sanction dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà nos pénitents qui vont faire leur pèlerinage. Et ils vont se disperser en petits groupes, et on a des chroniques de l'époque, où on a un certain Thomas Égyptano, égyptien donc, qui va traverser les Pyrénées, qui va demander au roi d'Aragon un sauf-conduit pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se trouve donc au nord du Portugal, mais en Espagne. Et donc le roi d'Aragon, en catalan, en aragonais, va parler de Thomas Égyptano. Cet Égyptano va donner gitano, et en espagnol gitano, et en français gitan. En Angleterre, Egyptian, gypsy. Et donc, en France, nous allons retrouver du XVIe au XVIIIe siècle nos fameuses troupes égyptiennes ou bohémiennes au service des grands seigneurs féodaux. Mais par contre, de tous ces gens qui étaient arrivés d'Inde et qui se trouvaient dans cette fameuse sultanat de Rome, je vous dis, il y en a qui ont pu s'affranchir, d'autres qui sont restés esclaves et d'autres qui sont affranchis aussi, mais qui n'ont pas eu le même parcours. Eux, ils sont partis dans les comptoirs vénitiens, comme artisans, comme commerçants, et c'est vrai qu'au début, au XIIIe, XIVe siècle, on voit bien qu'il y a des commerçants, des artisans, qui s'appellent Romiti ou Tsigani. Alors, un peu plus tard, nos gens installés, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la Grèce, sont poussés par les Ottomans. Et donc, tous ces gens d'origine indienne, qui, pour s'affranchir, étaient devenus musulmans, obligatoirement, c'était la procédure, qui, en arrivant dans des États chrétiens, sont devenus chrétiens, soit orthodoxes, soit latins, catholiques, soit... comme arrivent des musulmans, comme ils savent qu'eux étaient musulmans auparavant, ils sont apostats, et donc passibles de la peine de mort, puisqu'ils ont renié leur foi. Et donc, ils fuient en masse, ces gens-là. Pas que, mais ils fuient en masse. Et ils vont fuir vers le sud de l'Italie. Et alors, ces gens-là, dans le sud de l'Italie, on va les appeler indistinctement des Gregos, des Grecs. La reine de Castille et le roi d'Aragon se sont mariés et ont formé le sud de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, étaient sous juridiction aragonaise. Et quand ils se marient, ils font un très grand royaume, le royaume d'Espagne, et donc le sud de l'Italie est intégré. Il se trouve qu'ils font expulser tous les juifs d'Espagne, et en particulier du sud de l'Espagne, dans l'Andalousie, et également les Morisques. Et à ce moment-là, le sud de l'Espagne est vide, et qu'est-ce qu'on fait venir? Des réfugiés grecs qui étaient dans le sud de l'Italie, mais chrétiens. Ce sont des chrétiens grecs. Alors eux, ils les appellent grecs, peu importe, l'important c'est qu'ils soient chrétiens. Et donc nous avons aujourd'hui des gens qu'on a appelés des gitanos catalans, ou des gitanos andalous. Ces gens qui s'installent en particulier en Andalousie, certains vont servir l'armée des Flandres qui appartient à l'Espagne, et ils vont revenir avec le nom de leur armée, l'armée flamande, les flamencos. Et à la fin du XVIIIe siècle, vont s'installer dans la région du Roussillon, vers Perpignan, des gitans d'Aragon, donc des gitans catalans. Ensuite, nos fameux Gregos, certains sont arrivés dans le sud de l'Espagne ou en Catalogne, mais d'autres sont arrivés au Portugal. Il se trouve que le Portugal vient de découvrir le Brésil. Il a absolument besoin d'envoyer des populations vers le Brésil. Ils envoient ces fameux Gregos qui viennent d'arriver, qui sont chrétiens, en même temps que les premiers esclaves qui arrivent d'Afrique, en même temps que les premiers chevaux. Et ces Gregos ont des compétences de soigneurs des chevaux, mais aussi, donc, s'ils soignent des chevaux, ils sont capables de soigner d'autres animaux, et comme on considérait les Noirs déportés d'Afrique comme des animaux, ils vont les soigner également, les
retaper les requinqués, parce que vous imaginez, la traversée en bateau, les gens étaient couverts de plaies, étaient malades. Et ces fameux gregos, qu'on va appeler rapidement au Brésil des gringos, parce qu'au Brésil, on parle une langue indienne qu'on appelle le tupinamba, qui est très nasale. Ces fameux gringos, et ben après soigner ces esclaves, vont devenir massivement marchands d'esclaves jusqu'en 1888, date de l'abolition de l'esclavage au Brésil. Certains seront très riches, vont d'ailleurs payer le mariage de l'empereur du Brésil avec une jeune habsbourgeoise de Habsbourg. Le Brésil a aujourd'hui une population tzigane très importante, en particulier venant de la péninsule ibérique, mais également des Roms qui sont arrivés souvent avec des passeports ottomans. Donc on a appelé des turcos, et dans toute la littérature brésilienne on parle de turcos, et souvent ce sont en fait des Roms. Et parmi eux, le grand-père du président qui a construit Brasilia, Juscelino Kubitschek. Alors ça, on a un groupe, ceux qu'on a appelés les fameux petits Égyptiens, qui ont eu leur histoire. Les autres, qui étaient plutôt artisans, commerçants, etc., qui se sont retrouvés en Grèce, puis dans le sud de l'Italie, puis en Espagne, au Portugal, etc. La grande majorité des autres, qui n'ont pas pu payer leur affranchissement, et bien ceux-là, les Ottomans les ont vendus aux Roumains. Et en Roumanie, les voilà esclaves pendant 500 ans. À l'époque, ce n'est pas la Roumanie, c'est les principautés roumaines qui sont sous vassalité ottomane. Et il y a 3 statuts d'esclaves. Vous avez les esclaves du prince. Ces gens-là sont artisans, commerçants, etc., sont libres. Et une fois par an, ils doivent donner au prince une taxe en or. Alors eux, pendant l'hiver, ils fabriquent des choses, etc. Et puis l'été, ils vont les vendre. Par contre, la grande majorité des autres sont des esclaves des monastères ou des boyards. Les boyards, ce sont les seigneurs féodaux. Et là, eux, ils travaillent la terre, essentiellement, mais pas que. Vous avez des esclaves, roms, qui sont par exemple instituteurs du domaine, ou bien qui sont comptables du domaine, ce qu'on appelle aujourd'hui les vatrages. Et donc, vous avez, c'est pas parce qu'on est esclave qu'on a le même statut. C'est au moment de l'abolition de l'esclavage, les esclaves du prince, essentiellement, ont perdu un statut relativement privilégié et donc ont immigré en masse. Il faut se dire que ces gens, ils avaient l'habitude de se déplacer. Ils avaient des carrioles, ils avaient le moyen de se déplacer. Et donc, ils vont aller en Russie, en Pologne, en Slovaquie, etc., à droite, à gauche. Et donc, c'est ceux-là qui sont arrivés en France, mais ils ne sont pas arrêtés en France. Ils ont été dans beaucoup, beaucoup de pays. Voilà. Donc, les Caleraches, les gens comme ça sont issus de ce genre de famille. Par contre, les autres, les esclaves des monastères et des boyards, ils se sont retrouvés en chemise dans la rue, et c'est ceux que nous voyons maintenant arriver. Donc, de toute cette histoire, nous avons 3 grands groupes, même si c'est plus complexe que ça, qu'on appelle globalement les Roms, donc qui sont plutôt liés à l'histoire des Balkans, à l'histoire ottomane, mais comme beaucoup ont émigré, vous en trouvez un peu dans tous les pays, jusqu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, etc., jusqu'en Australie. Ceux qui s'appellent soit Sinti, soit Sinti du côté allemand, soit Manouche plutôt du côté français, ce sont plutôt les descendants des ducs et comtes de Pite-Égypte. Vous avez le 3e groupe qui est ibérique, qui est celui de l'Espagne, le Portugal, le sud de la France, que eux-mêmes s'appellent Caló, ça dépend, qu'on appelle plus communément les Gitans. On peut imaginer à peu près 10 millions de personnes qui ont plutôt une histoire de sédentarité, nos fameux esclaves des monastères. 400 000 plutôt itinérants, une histoire d'itinérance, de mobilité, sachant que beaucoup ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ils devraient être beaucoup plus nombreux. Et puis en Espagne et au Brésil, donc à peu près 2 millions, mais plutôt de gens qui ont une histoire de sédentaire. Pour résumer, au départ de l'Inde, il y a 1000 ans, voilà des populations qui ont des compétences diverses. Et finalement, aujourd'hui, en Europe et dans les extensions de l'Europe, le Nouveau Monde, etc., on a une grande diversité socio-économique et culturelle, mais quand même un air de famille. Il y a une mémoire qui est restée, c'est la langue, c'est pas rien. 1000 ans de transmission d'une langue qui n'est pas enseignée à l'école. Ça, c'est garder une mémoire. Et l'histoire, c'est ce qu'on essaye de construire. Et ce que je vous dis aujourd'hui, dans 50 ans, aura évolué. Et il faut être humble avec ce que je vous raconte, ce que j'ai trouvé. Et je ne cherchais rien de particulier. J'ai juste fait des remarques sur la langue et ça m'a amené de plus en plus loin. Ma curiosité m'a amené sur d'autres chemins.